En mars dernier, nous, à War France, avons sorti un épisode disant que Cuba serait la prochaine. Nous ne nous sommes pas trompés. Hier, c'était la fête de l'indépendance de Cuba, et les États-Unis ont saisi l'occasion pour faire une déclaration. Ils ont marqué l'occasion en inculpant l'ancien dirigeant Raúl Castro, âgé de 94 ans, pour le meurtre de 4 civils lorsque le régime cubain a abattu 2 avions civils en 1996. Si inculper un dirigeant étranger vous paraît familier, ce n'est pas une impression. L'administration avait fait pareil avant de capturer Maduro. Fidèle à ses habitudes, la Maison-Blanche a abandonné toute prétention à la subtilité, publiant un tableau des ennemis neutralisés avec le visage de Raúl Castro placé à côté de ceux de Maduro et Khamenei. L'île manque totalement de carburant et le directeur de la CIA vient d'atterrir à La Havane pour rencontrer des hauts responsables du régime. Alors accrochez-vous, mesdames et messieurs, cet épisode risque d'être un peu mouvementé. Jour 0. La dernière fois que nous avons parlé de Cuba, l'île subissait cette pression depuis environ un mois après la capture de Nicolás Maduro du Venezuela par les Américains en janvier. La situation était déjà difficile. Le pétrole venant de Caracas, essentiel pour l'île, avait cessé d'arriver, et le Mexique avait arrêté ses livraisons sous pression américaine. Sans surprise, la coupure soudaine des importations d'énergie a plongé dans le chaos une île dépendante pour la majeure partie de son pétrole, obligeant le régime à rationner strictement le peu restant. Les stations-service sont restées à sec. Le peu de carburant disponible a atteint 40 $ le gallon et les écoles ont réduit leurs horaires ou fermé. Sans carburant, les générateurs qui faisaient fonctionner les réfrigérateurs et les pompes à eau se sont tus, ce qui signifiait que la nourriture pourrissait et que les robinets cessaient de couler. Finalement, les familles cuisinaient au feu de bois et stockaient de l'eau pendant les courtes périodes où l'électricité revenait. Fin avril, cette durée n'était plus que de 3 ou 4 heures. Dans le meilleur des cas. Ce rationnement a pris fin la semaine dernière. Le 13 mai, le ministre cubain de l'énergie, Vicente de la Haleve, est intervenu à la télévision d'État pour annoncer ce que tous savaient déjà. Le pays était à court de réserves de carburant. Et même si cela peut sembler dramatique, pour les Cubains qui vivent de tout cela, l'heure zéro est plus ou moins passée inaperçue. Le rationnement avait été si intense, surtout avec le temps, qu'ils étaient en grande partie réduits à vivre dans une société d'avant l'électricité. Certaines zones de l'île ont été plus durement touchées, mais aucune n'a été épargnée. En avril, les coupures de courant dépassaient déjà 20 heures par jour en moyenne. Les hôpitaux des îles fonctionnent depuis longtemps avec le peu de carburant restant, et comme ils sont presque à sec, les conséquences vont vite s'accumuler. Le rationnement du carburant entraîne aussi celui des soins. Les médecins ne traitent plus que les urgences vitales. Au centre de cardiologie pédiatrique William Sola, à La Havane, le principal hôpital cardiaque pour enfants de l'île, les médecins ont été contraints de rationner le matériel et les fournitures uniquement pour les patients en danger de mort imminente, renvoyant les autres chez eux. Début mars, plus de 11 000 enfants figurèrent déjà sur des listes d'attente chirurgicales dans tout le pays, un nombre en hausse constante. Des dizaines de milliers de parents restent piégés dans une attente angoissante, incertains que leurs enfants reçoivent le traitement vital dont ils ont besoin. Après le jour 0, même les opérations vitales deviendront difficiles. Quand les générateurs tombèrent en panne dans un hôpital cubain, ce qui arrivait souvent dès mai, il n'y avait aucune alimentation de secours. Dans l'obscurité totale, les infirmières pressaient à la main des ballons de ventilation pour garder les patients en vie lors des pannes de générateurs. S'ils s'arrêtent, le patient meurt. Les enfants devant subir une chirurgie cardiaque urgente dépendent désormais de l'endurance des infirmières, qui travaillent dans des conditions pénibles et étouffantes. Une seule erreur et quelqu'un perdra son petit garçon ou sa petite fille pour toujours. Cette image résume à elle seule ce à quoi le système de santé dans son ensemble a été réduit sur l'île. Rien ne fonctionne, et cela entraîne de plus en plus de morts dues à des maladies facilement traitées dans tout pays ayant l'électricité. Washington, de son côté, n'a pas totalement ignoré la souffrance sur l'île. Le secrétaire d'État Marco Rubio, lui-même d'origine cubaine, a proposé 100 millions de dollars d'aide humanitaire, à condition que cette aide soit gérée et distribuée par l'Église catholique, et non par le gouvernement cubain. C'est là que ça coince. Après s'être d'abord montrée ouverte, La Havane a refusé toute distribution par une autre entité qu'elle-même. Il faut noter que, même si ce soutien serait important actuellement, 100 millions de dollars pour une île de 10 millions d'habitants en crise profonde ne changerait pas vraiment la donne. Cela serait loin de suffire à stabiliser réellement le pays. Pendant ce temps, la rue commence à s'embraser d'une manière que nous n'avions pas encore vue jusqu'à présent pendant cette crise.
Les manifestations dans la nuit du 13 mai ont été les plus étendues que la capitale ait connues depuis 2021. Des manifestations et des feux de joie ont éclaté dans pas moins de 12 municipalités. Le régime a déployé ses forces, arrêté au moins 14 personnes, frappé des manifestants et coupé Internet pour empêcher la diffusion d'images. Le président cubain Díaz-Canel, pour sa part, s'est exprimé sur X pour aborder la situation, qu'il a reconnue comme tendue, mais qu'il a attribué à ce qu'il a qualifié de blocus énergétique génocidaire imposé par les États-Unis. Quel que soit le point de vue que vous trouvez le plus convaincant, le régime là-bas s'est taillé une réputation de savoir gérer précisément ce genre de situation. Après les manifestations de 2021, lors des derniers troubles d'une telle ampleur, plus de 1400 personnes ont été arrêtées et des centaines condamnées à des peines de prison pouvant aller jusqu'à 30 ans, dont plusieurs mineurs. Grâce à une répression sévère, ils ont maîtrisé toute la situation en quelques jours. Cette fois, ils ont suivi le même scénario, mais dans une situation et une crise très différentes. Le lendemain, un avion partait pour La Havane, montrant que Washington mesurait à quel point la situation empirait. Avant d'entrer dans les détails sur la gravité de la situation, un petit mot sur notre dernière quête annexe. Front.co est notre site réservé aux abonnés, pour ceux qui veulent aller plus loin que ces vidéos. Chaque semaine, nous proposons 2 vidéos exclusives, 2 articles d'experts et quelques podcasts qui approfondissent les guerres et les bouleversements géopolitiques qui façonnent notre monde. Puisque vous regardez une vidéo sur Cuba, sachez que nous traitons aussi de l'Amérique latine, avec des contenus récents sur le Venezuela, la Colombie et la menace du trafic de drogue dans la région. Notre champ d'action est encore plus vaste. Nous couvrons régulièrement l'Ukraine, l'Iran, le Soudan, les décisions récentes de l'administration Trump et des sujets moins vendeurs comme le récent effondrement du Mali. En gros, si tu aimes ces vidéos, tu vas sûrement accrocher à Fronts. C'est front.co, c'est affiché dans chaque vidéo. Tu sais où aller. C'est juste 5$ par mois, non? Ou 50 par an. Revenons à Cuba. Pas de néon à Cuba. Personne n'aimait Delcy. Le 14 mai, au matin après l'annonce du jour zéro, un avion de l'US Air Force a atterri à l'aéroport international José Martí de La Havane, qui était quasiment désert depuis des mois, son carburant à réaction épuisé depuis février. Les compagnies aériennes avaient annulé leur vol, faute de carburant. Il était impossible de partir. Quand John Radcliffe, directeur de la CIA, a quitté l'avion, il était quasiment seul sur place. Il a rencontré des hauts responsables cubains ce jour-là, et la CIA a publié quelques photos sur X avec pour seule légende « La Havane, Cuba ». Les images parlaient d'elles-mêmes. Le chef du renseignement américain sur le sol cubain, qui en parle ouvertement dans un pays situé à moins de 150 km des côtes de la Floride, ou, comme aiment le dire les amateurs de mesures baroques, à 90 miles. Si Cuba s'effondre d'une manière que Washington ne peut pas gérer, les conséquences touchent directement la Floride, pas un théâtre lointain. Les rapports publiés après coup révèlent un peu plus ce qui s'est réellement passé pendant la visite. Radcliffe n'a pas vu le président cubain rester en dehors de l'équation et des canaux diplomatiques depuis début d'année, mais plutôt Raúl Rodríguez Castro, connu sous le nom de Raulito, le petit-fils de l'ancien dirigeant Raúl Castro, ainsi que le ministre de l'Intérieur et le chef des services de renseignement cubains. La CIA a adopté une stratégie de carottes et de bâtons. L'offre de 100 millions reste valable. Lors de la réunion, Radcliffe a précisé que les États-Unis étaient prêts à s'engager sérieusement sur le plan économique, avec à la clé un allègement des sanctions et même des garanties de sécurité, mais seulement si Cuba acceptait une refonte structurelle majeure. Sinon, le blocus resterait en place. Après le jour zéro, cela touche bien plus près de chez nous qu'auparavant. Pour comprendre l'état d'esprit de Washington ici, il faut remonter à janvier de cette année, lors de la capture de Nicolás Maduro à Caracas. Du point de vue américain, c'était à peu près l'opération militaire la plus fluide qu'on puisse imaginer. Un peu comme la guerre contre l'Iran, mais vous savez, menée correctement. Vu qu'ils se sont rendus à l'équivalent vénézuélien de la Maison-Blanche, ont défoncé la porte et sont repartis avec le président. Aucun Américain n'a été tué et la vice-présidente Delcy Rodríguez s'est montrée étonnamment coopérative avec Washington dans les mois suivants. La transition vers notre administration a été en grande partie façonnée par les cicatrices de la guerre d'Irak de l'ère Bush, où l'éradication complète de l'État baassiste a laissé un vide qu'il a fallu des années et une guerre civile entière pour combler. Mettez tout cela ensemble et vous obtenez la doctrine sur laquelle Trump s'appuie désormais. Ne démantelez pas tout l'appareil. Trouvez simplement la personne du sérail avec qui vous pouvez traiter et bâtissez le nouvel ordre autour d'elle. À Cuba, cet homme du sérail a déjà un nom, et ce n'est clairement pas Miguel Díaz-Canel.
L'homme que Washington courtise discrètement est Raúl Castro, qui supervise depuis longtemps les réseaux Gaesa qui dominent une grande partie de l'économie de l'île. L'entretien avec la CIA rendu public n'était pas leur première négociation. Il dirigeait depuis longtemps les échanges avec le secrétaire Rubio. Le cadre de transition rapporté, surnommé Cuba's Troika, passe entièrement par son cercle gravitant autour du président en exercice et du parti qu'il est censé diriger. En parlant des Castro, l'administration Trump n'a pas laissé passer la journée de l'indépendance de Cuba sans une commémoration spéciale. Hier matin, le ministère américain de la Justice a dévoilé un acte d'accusation criminelle contre Raúl Castro, le grand-père aujourd'hui âgé de 94 ans. Les accusations remontent à février 1996, lorsque des MiG-29 cubains ont abattu 2 avions civils pilotés par le groupe de la diaspora Brothers to the Rescue, tuant 4 personnes. Castro, qui était alors ministre de la Défense, aurait été enregistré en train de donner l'ordre de les abattre, selon El Nuevo Herald. 3 victimes étant citoyens américains, la 4e résident permanent. Cela avait alors suscité une forte indignation bipartisane. Le Congrès a adopté la loi Helms-Burton en quelques jours à une large majorité, ce qui a inscrit l'embargo contre l'île dans la loi et a retiré au futur président la possibilité de le lever. Clinton l'a signée presque aussitôt, et elle est encore en vigueur, expliquant pourquoi les efforts de normalisation d'Obama en 2014 étaient si limités. Personne ne pense vraiment que Castro l'aîné comparaîtra devant un tribunal à New York. Pas de son plein gré. Plusieurs interprétations existent sur ce qui pourrait se passer. Cela pourrait être un bluff, une façon pour l'administration Trump d'envoyer un message clair au régime de la Havane que Washington est sérieux et qu'ils doivent avancer sur ces négociations. Le fait qu'il s'agisse d'une inculpation contre le grand-père de Raulito, ce n'est pas vraiment une coïncidence, n'est-ce pas? Il y a aussi la situation intérieure américaine. Tout le monde sait que Rubio veut se présenter à la présidence. Si l'administration envisage un accord avec le régime qui réformerait sans bouleverser radicalement le système, ça va être extrêmement difficile à faire accepter aux ultra-durs de Miami. Cette inculpation, et potentiellement ce qui pourrait suivre, pourrait être un moyen de renforcer le soutien là-bas. En mettant de côté les incitations, ce qui compte le plus à court terme, c'est de savoir si les États-Unis vont réellement agir sur ce point, et pour l'instant, il semble bien qu'ils pourraient en le faire. Tard la nuit dernière, le procureur général par intérim Todd Blanche n'a laissé guère de place au doute en disant aux journalistes que Castro irait aux États-Unis, de son plein gré ou autrement. Et la Maison-Blanche a publié son tableau avec 4 personnes distinctes. Maduro, Khamenei, un chef de l'État islamique récemment tué en Afrique, et Raúl Castro, sous la légende neutralisé. La Havane semble le prendre au sérieux et a mobilisé ses milices. La défense civile a publié de nouvelles directives sur la protection contre l'agression militaire, et Diaz-Canel parle ouvertement d'une baie des cochons 2.0, une référence à la tentative ratée de la diaspora cubaine, soutenue par la CIA, d'envahir et de renverser le régime de Castro en 1961. Selon Axios, ils ont aussi acquis près de 300 drones russes et iraniens, avec des discussions internes sur des cibles qui incluraient, d'après les rapports, la base américaine de Guantanamo. En réalité, la Havane ne peut pas faire grand-chose si Washington intervient. Souvenez-vous, les forces de sécurité d'élite de Cuba protégeaient Nicolás Maduro en janvier dernier, et le score a été de 32-0. Si cela devait arriver, ce serait beaucoup plus proche du territoire américain, l'île n'étant qu'à 150 km de la Floride à son point le plus proche, et si tout ce que le régime a pour se défendre, ce sont 300 drones, je veux dire, la Russie en tire plus que ça sur l'Ukraine pratiquement chaque jour. Bien que la technologie américaine d'interception de drones soit en retard sur celle des Ukrainiens, abattre si peu de drones ne va pas inquiéter l'oncle Sam. La question militaire, en d'autres termes, a une réponse assez simple. Celle qui n'en a pas, c'est ce qui se passe le lendemain matin. Le Cuba d'après. Pour tout le matériel que Washington a rassemblé dans la région, le groupe aéronaval, l'acte d'accusation, le canal secret, rien de tout cela ne résout le problème le plus fondamental de ce qui vient ensuite. Au Venezuela, les partis d'opposition étaient réprimés, mais suffisamment tolérés pour survivre. Hugo Chavez a hérité d'une démocratie fonctionnelle et l'a vidée de l'intérieur, ce qui signifiait que les bases d'une alternative existaient encore lorsque son successeur a été capturé. La trajectoire de Cuba fut différente. La révolution de Fidel Castro en 1959 a pratiquement détruit tout ce qui restait du régime précédent et a construit un système à partir de zéro, conçu pour s'assurer que rien en dehors de lui ne puisse jamais s'enraciner. 67 ans plus tard, rien n'a pris racine. C'est pourquoi les discussions de Washington ont eu lieu non pas avec un opposant, mais avec le petit-fils de Raúl Castro. Aussi inconfortable que cela soit, surtout pour la communauté d'exilés cubano-américains qui exige depuis des générations la fin du système Castro.
Raulito et l'appareil Gaesa, qu'il contrôle effectivement grâce à ses liens familiaux, sont peut-être les seules personnes sur l'île, avec le levier pour forcer la transition et le poids institutionnel pour empêcher le pays de s'effondrer pendant une telle transition. Ce n'est, pour le dire gentiment, pas le changement de régime auquel pensaient ceux qui ont fui la révolution. Cela dit, l'administration semble tirer des leçons de certaines des lacunes de son approche envers l'Iran. L'une des plus grandes difficultés de la couverture de ce conflit a été les coupures d'Internet, rendant l'accès aux informations des citoyens iraniens très limité. À Cuba, Washington propose aussi un accès gratuit à Starlink sur toute l'île dans son aide, mais le régime n'a pas reconnu cela comme partie de l'offre lors de l'enregistrement. Les médias d'État ont publié un article comparant une antenne Starlink à l'installation de bases de lancement de missiles sur leur territoire. Selon la loi cubaine, posséder cet équipement entraîne une peine de prison de 3 à 8 ans. La crise sur l'île est encore aggravée par l'exode, un phénomène récurrent depuis que Castro a pris le pouvoir. Aujourd'hui, l'un des héritages de Cuba est le nombre élevé des migrants qu'elle a produits. Entre 2022 et 2024, plus d'1 million de Cubains, soit 10% de la population, ont fui face à la grave détérioration des conditions sur l'île. Beaucoup étaient des jeunes et instruits. Pour vous donner une idée, 12 000 médecins sont partis en une seule année. Pour tout pays, une fuite des cerveaux est déjà un problème, mais pour une île de 10 millions d'habitants, c'est une crise. Cela s'est produit à une époque où le pays ne connaissait que de simples coupures de courant, mais des coupures tournantes continues. Tout cela suggère que le nombre de personnes fuyant l'île pourrait exploser si la situation continue de se dégrader. Un effondrement total, les forces de sécurité abandonnent leur poste, l'État incapable d'assurer le minimum. Cela enverrait une vague vers la Floride qui dépasserait tout ce qu'on a vu depuis l'exode de Mariel, à 150 km à peine de l'autre côté de la mer, vers les côtes d'une administration qui a bâti toute sa réputation intérieure sur la sécurité des frontières. C'est justement ce qui fait de cette version la plus laide. L'accord avec Raulito n'est pas seulement la solution la plus simple, mais la seule que Washington puisse vraiment se permettre. La campagne de pression soutenue par Rubio semble, selon la plupart des signes, porter ses fruits. Le régime n'a plus de carburant, d'alliés, et son temps est compté. Cependant, ce que la pression maximale ne peut pas faire, c'est dicter la manière dont un régime s'effondre réellement. Une sortie négociée, du type que la visite de Ratcliffe était censée amorcer, donne à Washington un certain pouvoir sur ce qui suivra. Un gouvernement qui s'effondre simplement sous la pression, avec l'État qui cesse de fonctionner en quelques jours, ne donne aucun pouvoir à Washington et fait retomber directement les conséquences sur la côte de Floride. Les outils qui produisent de l'un de ces résultats sont les mêmes que ceux capables de produire l'autre, et la distance entre eux est bien plus étroite que ce que quiconque à Miami aimerait croire. La question de savoir lequel de ces futurs possibles Cuba connaîtra réellement sera probablement tranchée par quelques hauts responsables, et personne d'autre à La Havane ou à Washington n'aura vraiment son mot à dire. Merci d'avoir regardé.